Donc bonjour. On entame la séance suivante, la cinquième séance de la matière PES. Dans cette cinquième séance, on va voir donc la suite, c'est-à-dire de la quatrième séance. On s'est arrêté donc dans la quatrième séance au rôle de l'épargne. On avait donc au rôle de l'épargne, c'est-à-dire dans la conception post-keynésienne à travers la théorie de Harold et de Omar. Donc ces deux auteurs, ils ont mis en évidence l'instabilité de la croissance, plutôt la croissance c'est-à-dire qui génère un déséquilibre économique. Et surtout, Harold, il a mis en évidence le rôle Donc on a dit que les keynésiens, ou bien Harold et Domar, ils ont mis en évidence le problème de l'épargne et le problème de la stagnation du fait de la raréfication des opportunités, du fait de la faiblesse des opportunités d'investissement. Ils ont démontré que en fait la progression de la consommation, elle est moins que proportionnelle que la progression de l'offre, de la capacité de production. Et ils ont mis en évidence c'est-à-dire le coefficient, ce qu'on appelle la propension à consommer par rapport à la propension à épargner. Donc la propension à consommer augmente moins proportionnellement, alors que la capacité de production augmente dans la même proportion que l'augmentation du revenu. Et on assiste de ce fait à long terme à un problème de ce qu'on appelle de débouché, c'est-à-dire que l'offre elle excède la demande. Et donc ils ont mis ici le paradoxe de la politique économique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la dichotomie entre le court terme et le long terme. Dans le court terme, le problème, c'est-à-dire le souci des autorités de la politique économique, c'est de résorber le chômage. Donc, c'est-à-dire on injecte dans l'économie de l'investissement pour augmenter l'emploi, pour réduire le chômage, mais à long terme, on assiste à une augmentation de la capacité de production qui ne va pas s'accompagner d'une augmentation, c'est-à-dire en parallèle, dans la même proportion, c'est-à-dire de la propension à consommer. Et donc, on va assister à un excès de l'offre sur la demande. Donc, ça, c'est les conclusions de l'école keynésienne en ce qui concerne le problème de croissance équilibrée. Maintenant, on va mettre l'accent sur un autre facteur qui intervient dans la croissance économique, c'est le progrès technique. Et ce facteur-là, il a été principalement mis en évidence par Joseph Schumpeter dans son livre La théorie de l'évolution économique. Donc avant c'est-à-dire d'expliquer cette relation, c'est-à-dire on va préciser certaines notions. Donc on parle en économie, inventer n'est pas innover. Donc l'invention conduit à l'apparition d'un objet ou d'un procédé qui n'existait pas auparavant. L'invention, il traverse en fait deux phases. Celle de la recherche fondamentale, puis celle de la recherche appliquée. Donc, deux catégories de recherche, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Ceci nous amène à parler de ce qu'on appelle recherche et développement. Donc, recherche fondamentale et recherche appliquée. L'innovation, par contre, qui est différente de l'invention, l'innovation, c'est l'utilisation économique d'une invention. Il s'agit alors de rendre l'invention viable, ce qui va nécessiter donc l'élaboration d'un prototype initial. Ces prototypes-là vont rendre utilisables c'est-à-dire ces inventions. Donc, l'innovation correspond donc à l'introduction d'un progrès technique dans l'activité économique. Il peut s'agir d'une innovation de procédé, c'est-à-dire la méthode de production, ou bien de produit, c'est-à-dire
on va mettre sur le marché un nouveau produit. Donc, le progrès technique revêt donc les deux sens suivants. Donc, le progrès technique, il a un sens strict et un sens large. Le sens strict, c'est l'amélioration des techniques de production qui permettent d'obtenir une unité produite avec moins de travail humain. Donc, c'est-à-dire, on introduit ici le progrès technique dans le processus de production, ce qui permet d'augmenter la productivité. Au sens large, c'est l'ensemble des innovations. Donc, le progrès technique, c'est l'ensemble des innovations qui permettent la diffusion de nouvelles connaissances, un changement de méthode de production ou l'apparition de nouveaux produits. Donc, on va se poser la question, comment va-t-on mesurer le progrès technique? Donc, le progrès technique, on le mesure à travers ce qu'on appelle l'efficacité productive. C'est-à-dire, lorsqu'on introduit le progrès technique dans le processus productif, on assiste à l'augmentation de l'efficacité productive. Et de ce fait, on parle de la productivité globale des facteurs de production. La productivité globale des facteurs de production constitue en fait les principales mesures de l'intensité du progrès technique. Donc, cette productivité globale des facteurs de production, exprime ce qu'on appelle l'efficacité de la combinaison des facteurs de production. Donc, dans la période 1950-1973 qui correspond aux 30 Glorieuses, cette période-là qui vient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, elle est riche en innovation de toutes sortes, a été également caractérisée par une forte croissance de la productivité. Donc, dans cette période, on a assisté à une progression importante de la productivité. Mais aujourd'hui, le rythme de croissance de la productivité s'est nettement ralenti, tandis qu'on a les nouvelles technologies qui se diffusent rapidement. C'est-à-dire, on assiste à création de nouvelles techniques, également diffusion de nouvelles technologies, mais la productivité ne va pas progresser suffisamment en parallèle. C'est pour cela qu'on parle du paradoxe de la productivité. Donc, on va voir les conséquences économiques et sociales du progrès technique. Joseph Schumpeter, il va parler du cycle de vie de l'innovation. Il va considérer que l'innovation, elle a un cycle de vie, c'est-à-dire phase ascendante, c'est-à-dire le pic, ce qu'on appelle le sommet de la phase, et en fait la phase de déclin. Donc, le cycle de vie de l'innovation, selon Joseph Schumpeter, il a présenté des cycles de croissance déclenchés par les fluctuations de l'innovation, notamment technologique. Donc, les cycles de vie de l'innovation, ils correspondent en fait au cycle de croissance. Il raisonne en termes de grappe d'innovation. Qu'est-ce qu'il entend par grappe d'innovation? Il considère ici que la grappe d'innovation, c'est une innovation initiale, principale, qui va générer des séries d'innovations qui sont dues à cette innovation principale. On donne ici l'exemple du réseau de l'Internet. On sait que l'introduction ou bien la mise en application de l'Internet, du réseau de l'Internet à l'échelle mondiale, elle a généré des milliers d'innovations qui se réfèrent au réseau d'Internet. C'est ce que Schumpeter appelle une grappe d'innovation. Donc, une grappe d'innovation dans laquelle le réseau d'Internet constitue le centre ou bien le cœur de l'innovation et qui va générer des séries d'innovations successives. Donc, ce raisonnement, ces grappes d'innovation apparaissant de manière cyclique et rythmant la croissance économique sur moyen et longue période. C'est-à-dire que la croissance, elle va fluctuer en fonction de l'apparition de ces grappes d'innovation. Ces innovations ont pour effet d'accroître la rentabilité de l'investissement. Les équipements sont potentiellement très supérieurs aux anciens et les biens nouveaux vont stimuler, bien sûr, la demande. L'investissement s'accélère en conséquence parce qu'il y a ce qu'on appelle ici le gain d'intérêt, c'est-à-dire l'attrait du profit. Donc, il va y avoir une accélération d'investissement exerçant un effet d'entraînement sur le circuit économique. Et il considère que puis l'innovation, elle ralentit
et la rentabilité de l'entreprise faiblit. Donc, il établit une relation entre l'innovation et la rentabilité, ce qui conduit au ralentissement de l'activité économique. Donc, ainsi, on assiste à une succession de phases d'émergence, donc l'émergence de l'innovation, du développement rapide, puis de disparition progressive des effets de l'innovation. Une crise, donc, pour Schumpeter, une crise, en fait, c'est le résultat de l'épuisement des effets bénéfiques d'un ensemble d'innovations, sans qu'une nouvelle génération puisse encore prendre le relais. Donc, la crise, c'est lorsqu'on a un épuisement total des effets de l'innovation initiale, sans qu'on arrive à une autre innovation. Donc, tant qu'il n'y a pas de nouvelle innovation, on est selon Joseph Schumpeter, on est dans une phase de crise. Donc, Schumpeter, il a développé une théorie de la dynamique économique sur la base de l'innovation. Cette théorie, c'est ce qu'il appelle la théorie de l'évolution économique. L'innovation, elle est motivée au moins en économie de marché par, bien sûr, la recherche de profit. Donc, cette innovation, elle va changer, bouleverser les conditions de la concurrence. C'est ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice. C'est-à-dire, les entreprises qui ont innové avec succès vont connaître une expansion, un développement rapide, tandis que celles qui n'ont pas pu innover, ils vont donc disparaître sur le marché. Donc, la dynamique économique vue par Schumpeter est donc très tournée vers le progrès technique. C'est-à-dire, d'une autre manière, l'origine de la dynamique économique, c'est le progrès technique, qui est le moteur le plus puissant de la croissance. Et cette innovation, malheureusement, elle est incontrôlable. C'est-à-dire, difficilement, on peut contrôler cette innovation. C'est quelque chose c'est-à-dire qui dépend en premier lieu des dépenses de recherche, donc qui peuvent aboutir soit à des innovations nombreuses, soit ne pas aboutir. Donc le progrès paraît par essence imprévisible. Donc on va voir par la suite maintenant la croissance exogène. Donc on entame la croissance exogène à travers le modèle de Solow. Le modèle Solow, il va être construit sur la base des hypothèses en opposition avec celle de Harrod. 4 hypothèses, des facteurs de production sont substituables, alors que dans le modèle de Harrod, ils sont complémentaires. L'investissement, deuxième hypothèse, l'investissement découle de l'épargne, qui est conforme avec la pensée néoclassique. Troisième hypothèse, le taux d'intérêt est parfaitement flexible, il s'ajuste instantanément en fonction de l'investissement et l'épargne. Hypothèse 4, le taux de salaire s'ajuste en permanence de sorte que l'offre de travail exogène et la demande de travail se correspondent parfaitement. C'est-à-dire que le taux de salaire, il va dépendre de la loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Donc ça, ce sont les hypothèses du modèle de Solow. Pour Solow, le niveau de production dépend de la quantité des facteurs de production, mais aussi il dépend de la productivité de ces facteurs. Solow, il va mettre en évidence l'existence d'un résidu qui est considéré comme le troisième facteur de production, qui n'est pas expliqué par, c'est-à-dire par l'existence, par l'augmentation des facteurs de production. Le résidu, il l'attribue à ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs ou bien au progrès technique. Donc, comme il le définit comme le résultat du progrès technique, donc ce résidu a été mis en évidence dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire, en effet, les observations du taux de croissance annuel moyenne, donc les observations du taux de croissance annuel moyenne de la France au cours des 30 glorieuses, ces observations, ils ont révélé un taux de croissance de 5%. Mais ce taux de croissance, on a constaté que les facteurs de production n'ont augmenté que de 2,6%. C'est-à-dire le taux de croissance des facteurs de production n'atteint que 2,6%. La différence, le reste, il est considéré comme un résidu. Donc,
La croissance de ce fait, la croissance de la production est alors supérieure à celle de la quantité de chaque facteur. Ce que signifie que l'efficacité des facteurs a augmenté grâce à des investissements innovants. C'est-à-dire que des investissements innovants ou bien l'amélioration de l'organisation du travail ou bien l'introduction de progrès techniques a augmenté l'efficacité des facteurs de production, ce qui a généré un surplus, ce qu'on appelle un résidu. Donc on va présenter la fonction de production sous cette forme-là, y est égal à f de k et l. Ce A donc, est considéré comme la productivité globale des facteurs. Donc ce grand A, il va se matérialiser ce qu'on appelle le résidu. C'est-à-dire c'est la partie de la production qui ne s'explique pas par l'augmentation de la quantité des facteurs de production. Elle correspond au niveau de technologie dans un pays. On a ici les statistiques concernant le taux de croissance annuelle moyenne entre 1995 et 2009 dans certains pays de l'OCDE. On a choisi surtout les États-Unis, la France et l'Espagne. Et on a constaté que le taux de croissance annuelle moyenne du PIB est aux États-Unis de 2,5, en France 1,7 et en Espagne 2,9. Par exemple, on est aux États-Unis, la croissance des facteurs de production, c'est-à-dire le facteur travail, le facteur capital, représente à peu près 1,2, alors que on a une croissance du PIB qui est de 2,5. La différence, qui est de 1,3, c'est ce que Solow appelle le résidu. C'est l'efficacité des facteurs de production, c'est la productivité globale des facteurs. Et on constate que pour les États-Unis, cette efficacité est de 1,3, pour la France 0,7 et pour l'Espagne est de 0. Ce qui veut dire que pour l'Espagne, la croissance du PIB est équivalente à la croissance de la quantité des facteurs de production. C'est-à-dire que pour l'Espagne, le résidu ou bien la productivité globale des facteurs est égale à 0, ou bien que c'est-à-dire l'introduction de progrès techniques, elle est très faible ou bien inexistante dans le modèle, dans l'exemple de l'Espagne. Donc, comme on a dit, la dernière colonne donc, de ce tableau représente le résidu, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé la productivité globale des facteurs. On remarque donc pour les États-Unis, c'est-à-dire ils ont une forte croissance du progrès technique, puisque la croissance économique elle est supérieure à la croissance des facteurs de production. Par ailleurs, de ce fait, on établit une distinction entre ce qu'on appelle une croissance extensive et une croissance intensive. Donc la croissance intensive, elle se base sur l'intensité capitalistique du processus de production. C'est dans ce cadre, donc on constate ici donc la différence entre la croissance extensive, donc elle se base sur la croissance de la quantité des facteurs de production. Par contre, la croissance intensive se base sur la croissance de l'efficacité des facteurs de production matérialisée par la productivité globale des facteurs de production. Donc, dans ce cadre, Solow attribue l'origine de la croissance par tête donc, au montant du capital technique investi. Donc, c'est-à-dire, il va donc établir une fonction de production où c'est-à-dire, il met en relation la croissance de la production par tête en relation avec la croissance du capital par tête, ou bien du stock du capital par tête. Y, donc, est le produit par travailleur efficient, et K, c'est l'intensité capitalistique par travailleur efficient. C'est-à-dire, en multipliant ici la fonction de production par 1 sur L. 1 sur L, et il va donc aboutir à cette relation tout en supposant que les rendements d'échelle sont constants. C'est-à-dire les rendements d'échelle de cette fonction de production sont constants. Donc ici, on va établir donc, le modèle de Solow. Donc on a ici la fonction de production macroéconomique.
on a le stock de capital par tête, par travailleur, et on a ici la production par tête. Donc l'évolution, c'est-à-dire la croissance de la production, selon Solow, il est lié à la croissance du stock de capital par tête. Et lorsqu'on augmente c'est-à-dire le stock de capital par tête par une unité, on a la production qui augmente suivant la productivité marginale du capital. Donc, pour Solow, le stock de capital, il est déterminant, il est essentiel pour c'est-à-dire la croissance économique. Le stock de capital, il est déterminé par deux éléments. Donc, premièrement, l'investissement. Donc, l'investissement permet d'augmenter le stock de capital lorsque les entreprises achètent de nouvelles usines ou de nouveaux équipements. Et deuxièmement, l'amortissement et la croissance démographique réduit le stock de capital. On a ici, voilà, l'investissement, la fonction d'investissement, donc qui augmente, c'est-à-dire le stock de capital, et on a la dépréciation qui réduit en fait le stock de capital. Donc la dépréciation, donc on considère que la dépréciation, elle dépend du stock de capital par tête, de son taux de détérioration, donc la fonction de dépréciation, elle dépend du stock de capital par tête, de l'amortissement, c'est-à-dire le taux de détérioration, et du taux de croissance démographique. Donc, on a ici donc cette relation. On constate ici, lorsque le stock de capital est à ce niveau-là, c'est-à-dire on a ici la fonction d'investissement, c'est-à-dire l'investissement, elle est supérieure à la dépréciation. Voilà, ici on a l'investissement supérieur à la dépréciation, ce qui va permettre donc une croissance, donc accumulation nette de capitaux, donc on va assister à une croissance. Donc ici, l'investissement, bien le stock de capital, il est supérieur à la dépréciation. Et on a ici donc la relation, la variation, c'est-à-dire du stock de capital, il est égal à ce qu'on appelle ici l'investissement, c'est-à-dire c'est le taux d'épargne fois la fonction de production, moins la dépréciation. Deuxième situation qu'on peut avoir, c'est lorsque c'est-à-dire le stock de capital par tête, il est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la dépréciation qui est supérieure à l'investissement. Voilà, la dépréciation supérieure à l'investissement. Donc, on a ici ce qu'on appelle une perte nette de capitaux. Et donc, on va, c'est-à-dire déboucher sur une régression ou bien une contraction de l'activité économique. Une contraction de l'activité économique. Et l'équilibre, selon Solow, c'est lorsque l'investissement est équivalent à la dépréciation. C'est-à-dire à ce niveau-là, lorsque le stock de capital est équivalent à la dépréciation, à ce niveau-là, on aboutit à une situation d'équilibre. C'est-à-dire qu'on va avoir un stock de capital constant et la production constante. Donc, pour Solow, dans le modèle de Solow, l'équilibre se résume à quoi? Se résume au fait que l'investissement est juste égal à la c'est-à-dire à la dépréciation, ce qui veut dire que le stock de capital par tête va devenir stable, le revenu par tête aussi va devenir stable et la croissance du PIB va s'arrêter. Donc c'est la signification de l'équilibre pour Solow. Autrement dit, un pays qui commence à K0, c'est-à-dire un stock de capital 0, aura une croissance économique à moyen terme jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau stationnaire, que Solow appelle l'état régulier ou bien le niveau stationnaire. Donc ainsi la production augmente jusqu'à un certain moment où la production par tête augmentera moins vite que son coût. La croissance par tête va cesser, va s'arrêter. C'est ce que Solow appelle l'état régulier. Mais il va considérer que tant que cet état régulier n'est pas atteint, un investissement supplémentaire est toujours donc favorable
est générateur de croissance économique. Donc entre deux pays, donc la différence de croissance, elle est en fait justifiée, la différence de taux de croissance, elle est en fait expliquée par le taux d'investissement. Donc le pays qui investit moins a une croissance moindre. Donc le modèle de Solow, il va fournir un message optimiste. Donc c'est-à-dire, d'une autre manière, il va considérer que en fait la croissance, il est liée à l'effort d'investissement. Donc tous les pays c'est-à-dire qui fournissent un effort d'investissement conséquent, ils sont susceptibles de connaître une croissance économique. À terme, on va se diriger vers une convergence entre les pays, puisque tous les pays qui sont proches de l'état régulier, ils vont connaître un taux de croissance qui est ralenti. Par contre, les pays qui sont loin de l'état régulier vont connaître un taux de croissance rapide, de telle sorte qu'on aboutit à une situation de convergence. Donc la propriété de convergence tient à l'existence de rendements de capital décroissant. Donc si on veut, c'est-à-dire expliquer cette situation de convergence, c'est en fait parce qu'on a ce qu'on appelle les rendements décroissants ou bien du capital. C'est-à-dire on va investir jusqu'à un certain moment, on a la productivité marginale du capital qui va décroître. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Et on s'arrête là, je vous remercie.